Et un dimanche matin, en fait, j'ai un coup de fil en chinois que je ne comprends pas trop enfin, j'ai un gars qui me parle et je crois que c'est un de ses amis, en fait, qui me dit qu'il faut venir le chercher. Parce que bon, moi, je parle chinois, mais après, je suis pas non plus hyper fluent, quoi. Et donc je comprends qu'il faut venir le chercher et il me donne une adresse, le gars. Et quand je suis dans le taxi, je rappelle ce numéro pour savoir exactement où aller. Et alors là, je me fais 10 000 films dans ma tête. Le principal étant, il a picolé hier, il a dû finir dans un état pitoyable et il faut que j'aille le chercher. Et ça me saoule parce que c'est bon. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie, qui n'est pas en France, qui est dans un autre petit bout d'Europe, en Bulgarie, c'est bien ça ? C'est ça. Coucou Marie-Charlotte. Coucou Nathalie, nous sommes en visio. Nathalie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en 5 hashtags pour mes auditeurs et auditrices ? Mon premier hashtag, ce serait pionnière. Même si j'ai longtemps pensé que ce mot était un peu pédant, un jour j'ai regardé la définition et j'ai vu que c'était en fait tous ceux qui défrichent ou qui cherchent à emprunter un chemin nouveau. Donc en fait, ça m'a plu. Le second, en chemin, parce que je suis quelqu'un qui est depuis un peu plus de 50 ans maintenant en chemin, on va dire, pour comprendre, savoir qui je suis, le monde, etc. Le troisième, ce serait l'amour du rire. Pas avec Jonathan et Jennifer, mais un peu ça. Je pense vraiment que les beaux moments de ma vie sont des moments où j'ai ri en fait. Et quand je suis un peu dans des downs, c'est souvent ça qui manque en fait. Le fait de rire de pas mal de trucs, de soi-même, de ce qui se passe, etc. Le quatrième, c'est entre deux mondes. Parce que c'est un peu comme ça que je me sens toujours. Ça peut être entre deux pays, entre un monde matériel et spirituel, entre deux quoi. Et le dernier, cher à mon cœur, c'est prise de tête parce qu'en fait j'arrête pas. Voilà, j'arrête pas de me prendre la tête pour plein de trucs. Ça m'accompagne. Ok, merci. Je trouve que ça fait un très joli portrait de toi et une belle manière de te découvrir quand on ne te connaît pas. Est-ce que tu peux me dire, Nathalie, dans quelle partie du monde, de la France, tu as grandi et dans quel environnement familial ? Au sein de quelle famille ? Alors moi, je viens du nord de la France, on va dire entre l'île et la Belgique. Je suis fille unique du deuxième mariage de mon père, en fait. Donc j'ai des demi-frères et sœurs beaucoup plus âgés que moi avec lesquels je ne vis pas. J'ai une vie assez classique. Ma mère travaille pas, mon père est entrepreneur de travaux agricoles. Quelle vision tu as du couple, toi, quand tu arrives à l'âge adulte, que tu commences à avoir tes premières relations? Quelle vision tu as de l'amour, du couple? Est-ce que c'est idéalisé? Est-ce que ça te donne envie? Mes parents, en fait, donc c'est le second mariage de mon père. Ma mère a 10 ans de moins que lui. Ils s'aiment beaucoup, hein. Après, ils se disputent, mais ils sont vraiment... Parfois même, c'est un peu difficile pour moi, je trouve, de trouver ma place. Enfin, c'est-à-dire, j'ai un peu l'impression que c'est eux deux et moi. Le couple, c'est un peu... moi, j'ai été élevée avec ma mère qui me disait, avant 18 ans, t'as pas de chéri. Parce qu'en fait, quand t'as un chéri, c'est tes études, enfin, tout ça, tout s'écroule. Et je l'ai cru. Donc en fait, moi jusqu'à 18 ans, je rêvais devant les films. Voilà, c'était un peu inaccessible. C'était la vision de la vie, de l'amour de la génération de nos parents, hein. Ou même si c'était pas au départ une volonté ou
quelque chose qu'on envisageait, c'était encore souvent ce qui arrivait. C'est-à-dire, dès qu'il y avait histoire d'amour, mise en couple, tout s'arrêtait pour la femme. Oui, moi j'ai compris aussi assez tard que ça avait été une surprise de se retrouver enceinte pour ma mère. Mon père était pas encore divorcé, enfin donc en fait mis bout à bout, j'ai compris que pour elle ça avait été un truc assez compliqué au départ. Après sur la durée de l'amour, j'ai jamais tellement eu d'avis sur la question. Enfin l'amour toujours tout ça, enfin comme je sais pas, c'est pas des choses qui me questionnaient. Nathalie, est-ce qu'on peut, s'il te plaît, remonter à septembre 2007? Est-ce que tu peux me dire quelle était ta vie à ce moment-là? Ta vie amoureuse, ce que tu faisais, où tu étais et comment tu envisageais la vie? En septembre 2007, ça fait 10 jours que je suis arrivée à Shanghai en Chine. C'est une respiration, une bouffée d'oxygène à plein de niveaux, parce qu'à l'époque, je suis depuis pas mal d'années avec un artiste, on galère en fait, on est au RMI, on se parle plus beaucoup. En gros, je me lève quand il se couche et inversement. À l'époque, en fait, je rêve de l'Inde. Je suis folle amoureuse d'un acteur indien. J'apprends le hindi, je suis au taquet. Bref. Et donc, la vie fait que je trouve un job en Chine et je me dis, porte de sortie, quoi. Vaguement, on se dit que peut-être, il viendra me rejoindre, mais pour l'instant, j'y vais pour voir ce que c'est. Et puis, parce qu'au départ, c'est vraiment, j'y suis pour 6 mois. Le job pour lequel j'arrive en Chine, en fait, apparemment, il y aura le même disponible en Inde quelques mois après. Donc, dans ma tête, c'est j'arrive en Chine, je me forme, et dès qu'il y a l'ouverture pour partir en Inde, j'y vais. Parce que la Chine ne me fait pas plus que ça. Enfin, c'est loin, mais à part ça, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc en septembre, je suis arrivée il y a 10 jours. Le job que je vais faire, en fait, c'est que je vais être prof de modélisme dans une école de mode. Et on arrive, l'école est pas finie, elle déménage, je dois trouver un appart, je rencontre mes collègues, mes premiers amis là-bas. Enfin voilà, donc ça fait du bien, quoi. Enfin, je suis vraiment, c'est déstabilisant, mais pour le coup, je suis super contente d'être là. Comment vont se passer tes premiers moments là-bas? Tes premiers mois, tes premières semaines? C'est une espèce de bouffée de vie, de rire. Alors l'amour du rire, parce qu'en fait, je rencontre une fille qui est embauchée en même temps que moi et qui devient instantanément ma meilleure amie. C'est assez hallucinant. J'ai l'impression d'être, je sais pas, comme des géos du Club Med, je sais pas où ce que je m'en imagine, quoi. Enfin, c'est pas tant des paysans que ça au départ, parce qu'en fait, en arrivant, c'est une ville immense, hyper cosmopolite, donc c'est pas non plus, je suis pas dans un village au fin fond d'un nouveau pays avec des gens qui parlent pas anglais, quoi. Autour de moi, ça parle anglais, ça parle même français, donc parce qu'il y a des interprètes dans tous les sens, donc c'est vraiment une bouffée d'air frais, quoi. Alors en fait, je donne mon premier cours en septembre. Je suis avec une interprète qui va traduire ce que je raconte en chinois. C'est un cours en anglais. Et donc ma première classe arrive, quoi. La porte est ouverte, moi je suis assise sur le bureau, j'ai mon interprète à côté de moi, assise les fesses appuyées sur le bureau là, donc je les vois tous passer. Et c'est la première fois que je suis prof aussi, donc il y a quand même un petit stress. Et école de mode oblige, il y a genre 26 filles et 2 garçons, quoi. Il y en a un que je vois, qui sort un peu du lot, on va dire, qui est beau gosse, super sapé, mais une espèce de mec parfait, avec pas un truc qui dépasse. Et je le vois, je me dis, je pensais même, je sais pas, c'est très bête ce que je vais dire, mais alors pour le coup, jamais de ma vie j'avais fantasmé sur des mecs chinois. Je me dis, putain, il est bien, il est super beau lui, franchement, mais très très lisse. Et il y en a un deuxième qui rentre. Souvent je dis, c'est le feu et la glace, quoi. Et le deuxième, il a les cheveux un peu longs, il a une espèce de truc un peu d'artiste, voilà. Et lui, sur le coup, je me dis, waouh, ouais, lui, ça me fait un truc. De le voir rentrer. Donc là, t'es prof, nouvellement prof, t'as ta première classe et t'as 2 crushs en même temps, là, Nathalie, on est d'accord? Ouais, en fait. Bravo. Ils ont quel âge, les élèves? En fait, donc je leur demande à tous de se présenter parce que déjà, en fait, je sais pas si on se rend compte, mais
En fait, sur le coup, je me dis, putain, mais j'arriverai jamais à tous les reconnaître parce qu'en fait, j'en aurais plein des classes, quoi. Donc là, je me dis, il faut que je trouve je sais pas si tous les profs, je pense, ressentent ça dans leur premier cours, mais c'est-à-dire à part quelques-uns où peut-être tu te rends compte que bon, bah ceux-là, voilà, ils ont un style bien particulier, mais sinon voilà. Donc je leur demande de se présenter tous. Tous les élèves ont en général 17-18 parce que c'est en fait après le bac, c'est leur première année, quoi. Et en fait, ces deux gars-là, il y en a un qui a 24 ans. Donc l'artiste tourmenté là, et le mec tout lisse, le beau gosse, il en a 27. Toi, t'en as combien? Moi, j'en ai 33. Et donc, ils reprennent tous les deux, par contre, des études après avoir fait autre chose. Bon, la bonne ambiance du truc, etc. Il y a plein d'expos à aller voir. Tu fais des sorties avec ta classe, etc. Et très vite, on se met en fait avec un autre collègue, voilà, plusieurs personnes, à se voir avec certains, justement certains du groupe des élèves là, pour faire des sorties musées, des trucs comme ça. Et très vite, en prenant un café avec l'artiste tourmenté, il me dit que le beau gosse en pince pour moi. Assez vite, quoi. Genre, je sais pas, au bout de 3 semaines, je sais pas, je sais pas exactement. Et là, ma réaction, c'est de me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, n'importe quoi, parce qu'en plus, il m'intéresse pas. Le gars me dit, même oui, dans le dortoir, Léo, il arrête pas de dire, oh là là, Nathalie par-ci, Nathalie par-ça, et puis un jour, je serai son mec. Léo, c'est donc le beau gosse. Léo, c'est le crush. Alors, très sincèrement, je me dis, quel con. Parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc d'être sûr d'arriver? Je sais pas, j'ai l'impression d'être une espèce de pompon à la Ducasse, tu vois. Ça m'énerve, et puis ça m'énerve aussi parce qu'en fait, c'est pas celui avec lequel j'ai des atomes crochus, vraiment. Je sens bien, il est hyper sympa, tout le monde le trouve cool, moi, c'est pas lui qui me fait le plus tilt, et en plus, il a un anglais très très basique, donc on se parle, voilà, quoi. Et en plus, comme il m'intéresse pas, je cherche pas trop à parler avec lui. Il est dans notre groupe de potes, et voilà. Ce qui va se passer, c'est que, parce que moi, en plus, j'ai mon mec en France, mon mec en fin de vie, là. Et donc, il y a ça, on s'écrit, on s'appelle, etc. Mais sur le coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait des histoires qui peuvent se faire là en Chine, mais en tout cas, je suis dans un état un peu, tu vois, avec mon mec là, en plus, on était dans le trou du cul de la France, en Charente, il se passait plus rien, donc là, d'un seul coup, je suis dans un milieu où on sort, on se voit, on prend du café, on discute, il y a tout un truc, voilà. Mais je pense pas, pour le coup, alors là, je suis pas du tout dans le côté romantique du truc. Bon, j'avoue que si l'artiste tourmenté là, il me disait, bah tiens, viens dîner avec moi, j'aurais pas dit non, mais voilà, pour moi, c'est juste un truc comme ça. Puis en plus, je suis très très, moi j'ai un truc très très fort sur le mensonge et compagnie, c'est-à-dire que, je m'imaginerais pas tromper quelqu'un ou tu vois, commencer un truc quand un autre truc est pas fini. Donc de toute façon, dans ma tête, voilà, c'est comme ça. Le soir, en général, avant de me coucher, je chatte un peu avec l'artiste là, qui n'est pas Léo, donc, et on se dit bonne nuit, et voilà. Et un soir, en fait, donc j'ai dit bonne nuit, je mets mon téléphone à côté de mon lit. Et un message arrive, donc moi je suis là en mode, voilà, c'est le même, quoi. Et là, en fait, je reçois un message de Léo, I love you en lettres majuscules. Ah, c'est un peu cash comme manière de faire. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que je vais répondre à ce truc? Est-ce qu'à ce moment-là, quand même, tu as un décalage culturel qui peut se comprendre, en fait? Tu vois, les codes aussi amoureux sont pas les mêmes selon les cultures. On dit pas les choses de la même manière, on commence pas les histoires de la même manière. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avec le recul, c'est cash. Sur le coup, c'est pas ça qui me vient. Sur le coup, en fait, je suis fâchée. Déjà, c'est pas celui que je pensais, tu vois. J'aurais préféré que ce soit l'autre qui me mette ça. Et en fait, je suis là, mais ça va, quoi. On se connaît pas. Quoi, I love you, n'importe quoi. Voilà. Mais en même temps, je me dis, je me mets à sa place et je me dis, quand même, c'est pas, t'envoies pas ça juste comme ça. Ça fait un peu enfantin presque, tu vois. Déjà, je me dis, soit il est bourré. Parce qu'en fait, de toute façon, vu son anglais, il peut pas me faire une phrase, tu vois. Il pourrait pas. Tu vas faire un truc un peu, un peu plus enrobé, quoi. Et puis en plus, le gars, je le vois plusieurs fois par semaine en cours et puis en dehors. Donc je me dis, il faut que je réponde à un truc. Je vais pas le laisser sans répondre, quoi. Qu'est-ce que tu réponds? En fait, je l'aime pas, donc je peux pas dire me too, tu vois. Je cherche, je suis là, putain, qu'est-ce que je fais? Et je lui mets thank you. Point. Je t'aime,
Merci. Le truc horrible, vraiment le truc horrible. Comment ça va se passer la fois où tu vas du coup le revoir en cours après cet échange de SMS où il t'a dit « je t'aime ». Je pense que j'en parle pas. Mon mec de 7 ans, là, vient me voir pour les fêtes. Donc là, on est en décembre, c'est prévu. Donc, il débarque, en fait, le lendemain de Noël et il doit rester 15 jours et voir si ça lui plaît, quoi. Enfin, et s'il reste. Je vais, en fait, pour le chercher à l'aéroport. Je le vois sortir de l'aéroport avec un polaire. Le truc où, en gros, je l'ai vu porter ce truc pendant... des années de disette, on va dire. Et du coup, j'ai un peu un espèce de flash de me dire, je veux plus ça, quoi. Il porte ma vie d'avant sur lui, quoi. Tu vois, c'est un peu le... Alors que moi, je suis un peu passée de l'autre côté du truc. Je rebosse pour quelqu'un, enfin, je sors, j'ai des potes, etc. Enfin, tu vois, il y a un espèce de gap en le voyant sortir de l'aéroport et où je me dis, non, mais il aurait pas pu mettre autre chose que ce putain de polaire tout élimé. Genre, ça fait 4 mois qu'il m'a pas vu. Enfin, bref, on va à l'appart et tout et on a prévu de faire un réveillon avec mes nouveaux potes. Et donc, il y a Léo qui vient. Et sauf que Léo, en fait, je commence à le connaître un peu. Et je vois que direct, il est contrarié direct que Nicolas, puisque c'était son nom, soit là. Du coup, il picole un peu trop. À un moment donné, en fait, je le prends à part, en fait, dans l'appart, dans une chambre. Et c'est là où moi, je me dis, ah, quand même. C'est-à-dire qu'il est genre à 10 centimètres de moi, il a la chemise entrouverte, et il me dit, en fait, moi, c'est pas possible, en fait. Moi, j'ai envie de toi et de voir ton mec là ce soir, c'est insupportable pour moi, parce que moi, j'ai juste envie de t'embrasser là. Oh, moi, je suis là. Genre, en plus, testostérone, comme ça. J'ai juste eu le temps de tourner la tête et je vois Nicolas qui voit qu'on parle à 10 centimètres l'un de l'autre, quoi. Et qui se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, moi, comme je suis droite dans mes bottes, je résiste à la tentation. Et je me dis, non, mais non, de toute façon, mon mec, il est là, je sais pas trop ce que ça va donner. Ok. Donc, Léo se barre, fâché. Mon mec, Nicolas, repart aussi. Quelques jours, en fait, il y a rien qui s'est vraiment dit. On n'a pas tellement avancé sur la question. Moi, je sens bien que ça va pas le faire. Lui aussi, je pense, mais il repart sans qu'on se le soit dit. Et quelques jours plus tard, en fait, on se voit un soir avec une de mes amies. Et Léo est là. Et il me dit, en me regardant droit dans les yeux, il va quand même falloir que tu choisisses entre nous trois. Et là, pareil. En fait, ça me fâche. Enfin, je me dis, mais de quel droit il me parle comme ça? Enfin, il me connaît pas. Enfin... Sauf qu'en fait, il est très très observateur, donc il voit, voilà quoi. Il a vu tout ce truc-là. Ça me fait vraiment un électrochoc en fait. Je me dis ouais, en fait, stop quoi. Enfin, c'est pas possible. Enfin, faut que je prenne des décisions quoi. Donc suite à ça, voilà, peut-être un mois de plus se passe. En février, je rentre avec Nicolas. On se dit que on va arrêter là. Donc je suis rentrée une semaine en France, rupture avec Nicolas. Qu'il le prend mal. Donc je repars et moi j'avais prévu en fait d'aller passer une semaine avec un collègue en Chine et notamment passer voir Léo et sa région. Donc en fait je repars en Chine, on fait ça. Et puisque là je suis plus j'ai plus de mec quoi. Quelques semaines après, de retour à Shanghai, un soir, il est venu chez moi et il me redit moi je suis amoureux de toi, pourquoi tu veux pas être ma meuf quoi? Enfin Et je lui dis, je peux pas parce que toi, je vois bien, t'es très amoureux de moi, en fait. Là, à ce moment-là, quand même, j'ai un peu évolué sur la question, quoi. Mais je lui dis, en fait, moi, je suis pas sûre que ça va tenir tellement longtemps, quoi. Enfin, je sais pas. Je suis pas hyper emballée, quoi. En fait, t'es beau comme un dieu, voilà quoi, mais t'es sympa, enfin voilà, je sens qu'il y a un truc, mais j'en sais rien en fait. Et je lui dis en fait, j'ai pas envie de te faire du mal parce que je vois bien que toi, très accroché et que moi en fait, si dans 8 jours je te dis non finalement j'ai changé d'avis, tu vas pas forcément très bien le prendre. Il me fixe et il me dit mais je suis pas un bébé quoi. J'ai 27 ans, ça va. Enfin des meufs j'en ai eu avant, enfin. Là, je me dis, oui, en fait, c'est sa vie, quoi. Enfin, je veux dire, s'il choisit, il choisit aussi. Enfin, je suis pas responsable, moi. Et donc, voilà. C'est là qu'on s'embrasse pour la première fois. Parce que je me dis, c'est vrai, après tout, de quoi j'ai envie. Oui, j'ai bien envie de, de l'embrasser, donc voilà. Le beau gosse est fou amoureux de moi, mais pourquoi est-ce que je refuserais c'est finalement? ça.
La vie est trop courte. Ouais, entre-temps, ce qui s'est passé aussi, c'est que je suis plus sa prof. C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai été promue. D'ailleurs, c'est drôle, quand je lui ai annoncé que j'allais plus être sa prof, dans un dîner, il a pleuré. En fait, il était vraiment hyper triste. Même si, voilà, il avait 27 piges, mais je pense que ça a permis que je passe le pas aussi, quoi. Donc en fait, on commence une histoire, c'est-à-dire on commence une histoire où on se croise la journée en faisant comme si on se connaissait pas, enfin genre bonjour madame, voilà. Et puis le soir on se voit et très vite, parce qu'en fait il est en dortoir, donc très vite en fait il s'installe chez moi. Ça évidemment au boulot personne ne le sait. Quelques amis proches on va dire le savent, mais c'est pas public. Donc en fait notre histoire elle va durer comme ça un peu sous couvert pendant 2 ans à peu près. Toi, pendant ces 2 ans, alors qu'au départ, c'était quand même juste le beau gosse que tu disais que tu allais embrasser, qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 ans pour toi? Comment ça évolue dans ta tête? Ton attachement à lui, comment il évolue? C'est c'est long finalement, 2 ans. Moi, à partir du moment où j'ai dit oui, là, je suis sur un petit nuage. Enfin, depuis le baiser, là, donc je flotte. Je me retrouve à avoir envie d'un mec toutes les 5 minutes, alors que, en France, c'était plus, tu vois, celui d'avant me traitait de frigide parce que j'avais plus envie de coucher avec lui, quoi. Donc, je renoue avec un désir, en fait. Et donc, ça, c'est très agréable. Il vient en France. Ma mère le kiffe, mais j'allais dire ma mère l'a kiffé avant moi. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait déjà vu des photos et elle, dès le début, elle a dit c'est qui ce beau gosse là. Et j'ai dit oh ça va. Enfin, elle était là non mais attends, on dirait le mec dans L'Amant, il est trop beau machin. D'accord. Et ça se passe hyper bien. Et c'est drôle. Enfin, je parle de la France parce qu'en fait c'est quand je suis en France, chez mes parents. Mon père est décédé la première année où j'étais en Chine. Et à un moment donné, en fait, c'est pendant que je suis en France où je me dis en fait, je suis grave amoureuse, quoi. Enfin, c'est vraiment là que ça me frappe. Est-ce que tu projettes quelque chose avec lui? Je me suis déjà mariée une première fois, ça s'est pas très bien fini. Ça a duré très peu de temps en France, donc je me vois pas me marier, tout ça, quoi. Enfin, mais c'est la première fois, ouais, je sais pas, il y a un truc. Tu vois, c'est bête, mais je me dis un truc du style, mon père, il l'aurait kiffé. Enfin, je sais pas, tout est simple, même si en plus de l'extérieur, j'ai quand même des gens qui me disent, non mais attends, il parle 4 mots d'anglais, tu parles pas chinois, mais comment, enfin, c'est quoi votre histoire, quoi? Et d'ailleurs, tu peux me dire un mot là-dessus parce que c'est intéressant, je trouve. Tu avais un désir très fort. Est-ce que la langue universelle dans ce cas, c'est la langue du corps? Je pense, tu vois, parce on est déjà tombé sur des gens qui, en rigolant, nous ont dit, ouais, d'accord, on voit. Mais je sais pas, il y avait vraiment un truc facile en fait de compréhension. Après, je sais que moi j'avais souvent des amis qui me disaient oui, mais tu vois, barrière de la langue, tu peux pas avoir des discussions profondes, etc., etc. Moi, c'est pas un truc qui me limite. Parce que je sais pas, même si c'est sympa, mais je veux dire la personne avec laquelle j'ai une relation amoureuse, c'est pas forcément avec elle seulement que j'ai envie d'avoir des relations, des conversations ou des trucs comme ça. Sur le coup, il y avait une espèce de fluidité où on oscillait. Lui, il voulait tout le temps qu'on parle anglais parce qu'il voulait vraiment, tu vois, que ce soit plus simple pour lui. Ma boss au boulot, en fait, c'était un peu ça pareil avec le français, c'est-à-dire qu'elle parlait un français pas super clair. Mais moi, j'ai toujours eu ce truc-là, en fait, quand je suis avec des gens qui parlent pas ma langue. Je sais pas, c'est comme si j'avais le cerveau qui se mettait dans un mode où, je prends les mots qu'ils me disent et je comprends ce qu'ils veulent me dire, quoi. Ouais, après, il y a quand même, c'est quand même différent une relation amoureuse où tu dois gérer la gestion des émotions, la tienne, comprendre l'autre, communiquer, s'accorder. C'est toujours difficile pour celui qui parle pas sa langue maternelle. Et là, en fait, aucun des deux ne parle sa langue maternelle. Et en plus, le vocabulaire et l'expression est limité. Donc, c'est quand même, moi, je trouve que c'est particulier. Et du coup, c'est intéressant de comprendre comment vous communiquez à ce moment-là, sur quelle fréquence, en fait, tu vois? En fait, moi, le français m'a toujours beaucoup posé problème. Alors, c'était la première fois que j'avais une relation avec quelqu'un qui n'était pas français. Pour moi, ça a plutôt été une espèce de simplification à l'extrême de mes sentiments ou de mes relations. C'est-à-dire que je pouvais pas tourner autour du pot s'il y avait un truc, nanana. Il fallait que ce soit blank, quoi, paf. Et donc, en fait, ça m'a simplifié. Enfin,
comme hashtag prise de tête, je pouvais pas me demander comment j'allais dire le truc, un peu comme ça, machin. Non, parce qu'en fait, il comprenait pas si je lui disais un truc comme ça. Et inversement. Donc finalement, ça a été, je trouve, un espèce de, je sais pas, de focus et de trucs hyper clairs. Enfin, je sais pas. Ça m'a plutôt servi. Bah, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant, en vrai. Mais j'en ai fait des interviews de couples binationaux, mixtes, interculturels. C'est toujours un enjeu dans le couple de savoir comment on va communiquer, à travers quelle langue et comment chacun arrive à s'exprimer avec nuance, avec détail et précision sur l'expression de ses émotions et de ses sentiments. Et du coup, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur la langue française, sur le fait qu'elle est tellement nuancée, justement, que c'est ta langue de prise de tête, finalement. Et que là, en te retrouvant face à un anglais restreint, ça te simplifie la vie et t'es hyper à l'aise. Après ces 2 ans, est-ce que vous allez commencer à envisager encore autre chose dans votre relation? À peu près, 2 ans après, on doit être début 2011. Je fais des séances de médecine chinoise, etc. Et en fait, la docteure chinoise m'a dit qu'elle pouvait faire des trucs. Elle m'a réglé plein de problèmes gynéco et très vite. Et un jour, en rigolant à moitié, elle me dit mais on peut faire plein d'autres trucs avec l'acupuncture et une autre pratique qu'elle fait. Et elle me dit pour les rides, pour la poitrine. Je lui dis ah ouais, pour la poitrine, vas-y, essaye. Et donc je suis là, putain mais ça marche grave. Et Léo me dit t'es pas enceinte? Et je lui dis non, je suis pas enceinte parce qu'en fait j'ai déjà été mariée 2 ans et demi sans aucune contraception terrestre, je suis jamais tombée enceinte, donc non, ça marche pas. Enfin, et puis bon, pour l'instant c'est pas, moi j'ai jamais voulu d'enfant, donc c'est pas un sujet pour moi, donc non, je suis pas enceinte. Donc là, tu t'imagines que la pratique qu'elle fait sur toi, elle te donne plus de poitrine, c'est ça? Voilà. Et je me dis, c'est trop bien. Et sauf qu'en fait, il me met le doute quand même. Et donc, je fais un test et il est positif. Mais même pas, je me dis c'est vrai. Je me vois encore lui dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde de test? Voilà, maintenant, je vais devoir aller faire une prise de sang parce que quand même, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin, bref, perte de temps, voilà. Et je vais faire ma prise de sang et on m'annonce que je suis enceinte. Et c'est là, en fait, pour la première fois que je me dis ah non, mais attends. C'était très, très cool d'avoir un mec chinois. Vous êtes trop beaux tous les deux, nanana. Là, j'ai instantanément l'impression d'avoir une laisse de chien, quoi. Un truc au cou qui me... Enfin, j'ai l'impression de me faire... attachée à la Chine, quoi. Enfin, je sais pas. La Chine que j'adore, mais il y a un truc physique. Je me sens hyper mal. Je sors de l'hôpital. Je l'appelle et je lui dis un truc du style oui, oui, en fait. Voilà, je suis enceinte. Et là, faut tout de suite que je prenne un billet d'avion. Faut que j'aille en France tout de suite. Parce qu'en fait, dans ma tête, je suis pas du tout prête à ça. Et je sais pas si je veux de cet enfant ou pas. Et donc, je me dis, il faut que j'aille consulter... Enfin, en l'occurrence, je vais chez des kinésiologues pour y voir plus clair, quoi. Donc, lui, il me dit juste, ok, vas-y. Enfin, je lui explique, hein, après, je rentre à la maison, je lui explique. Lui, il est trop content direct, quoi. Et moi, je lui dis, en gros, calme un peu ta joie, parce que moi, je sais pas encore... voilà, c'est pas tout clair, quoi. Et pour faire vite, je fais mes rendez-vous, ma peur s'envole, et on décide de garder ce bébé. Une fois que moi j'étais apaisée, parce que j'allais dire le bébé là, ça aurait pu être n'importe qui. Enfin, c'était un truc avec moi-même que j'avais à régler. Enfin, je me suis dit que la vie était bien faite parce que quelque part j'aurais jamais fait un enfant avec un autre que lui. J'y ai pas pensé spécialement avant puisqu'on n'essayait pas d'avoir un enfant. Tu vois, c'est arrivé comme ça. Mais c'était vraiment, je sais pas, une espèce de continuation. Je sais pas, c'était organique en fait. Enfin, tu vois, il y avait tout qui se dépliait. Le petit truc que ça a fait, c'est que moi, je voulais pas spécialement me remarier. J'avais déjà un bide comme ça. Je devais être à 6 mois de grossesse quand ma boss m'a annoncé que si je me mariais pas, par rapport à la loi en fait chinoise et à mon contrat de travail, en fait, si j'étais pas mariée, je serais pas rémunérée pendant mon congé mat. Et en fait, Léo, il était encore étudiant. Donc là, alors hop, deuxième piège. Tu te maries. Ah non, mais je me souviens parce qu'on était dans une piscine et lui, il était trop joueur parce qu'il était là, mais c'est super de toute façon, comme ça. Enfin voilà, lui, il était très très content de se marier.
Et moi, j'étais là, mais tu te rends pas compte, en plus maintenant c'est tout gâché, parce qu'en plus maintenant on le fait, mais pas vraiment pour les bonnes raisons, enfin voilà. Donc lui riait, et moi je pleurais dans cette piscine-là. Et donc, on s'est mariés administrativement 1 mois avant que mon bébé naisse. Enfin, entre-temps, je flotte plus autant quand même, il faut se rendre compte. Enfin, je découvre à l'occasion d'une soirée un peu trop arrosée, il y en a eu plein, mais en l'occurrence celle-là, que l'alcool a une place quand même assez importante dans la vie de Léo. Sur le moment, en fait, c'est de l'alcool social, quoi. C'est-à-dire qu'à la maison, on ne boit pas. On est toujours sortis. Moi, j'ai toujours, tu vois, quand j'étais plus jeune, etc., j'ai toujours bu en soirée, etc. Et il y a une fois notamment, en fait, où on est invité à un mariage d'amis et où je lui fais une réflexion, en fait, qui lui plaît pas, pardon. Et je le vois vriller, être très fâché. Je lui mets une claque de peur ou de je sais pas. Il me course pour attraper un taxi. Enfin bref, là ça part en sucette et je me souviens très bien. Ça c'est avant que je sois enceinte. Et je passe le reste de ma nuit à me dire attends, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas normal. Et là pour le coup, on est dans une ville en Chine où j'ai pas du tout mes repères et où je me dis en fait, je sais même pas où est l'hôtel, je sais même pas. Voilà, j'aurais même pas pu aller où je voulais, quoi. Donc, et là, je réfléchis, quoi. Je me dis, je sais pas, ça me fait un petit, tu vois, le petit truc où quand voilà, tu te dis en fait, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'il faut que ça s'arrête là tout de suite? Je me dis culturellement, ah là là, le mec, tu l'as giflé, la face, nanana, enfin voilà, tu lui as fait perdre la face, etc. Et donc je me dis qu'en gros, j'aurais pas dû faire ça et que ça se reproduira pas, quoi. Et pendant ma grossesse, en fait, puisque lui a fini ses études et commence à travailler dans le milieu de la mode, mais côté marketing, soirée, event et compagnie. Ce qui veut dire, en Chine, quand même, pour signer des contrats, ça c'est souvent associé à de la picole. Et donc, du coup, plus d'une fois, on a des épisodes pendant que je suis enceinte où il revient, on se dispute, où il casse des trucs, voilà. Donc la vie continue et ça se passe super. Il est super aux anges, Léo, d'avoir un fils. Il m'a vachement accompagnée pendant toute la grossesse, à faire gaffe que je mange bien, tout ça, tout ça. Les épisodes, on va dire alcoolisés, sont pas trop, se maintiennent, on va dire. En tout cas moi, voilà, je vis avec ça. Et puis je suis enceinte une deuxième fois. Ce qui me plaît plus à lui qu'à moi, à moi qu'à lui, pardon. Parce qu'en fait, d'un point de vue culturel en Chine, quand même, un fils, c'est beaucoup de. Je vais le dire vite, mais en gros, quand t'as un fils, il faut que quand il est l'âge adulte, il ait un appart, une bagnole, etc. pour trouver à se marier, en fait. Alors qu'une fille, il faut juste qu'elle trouve un mari. Que tu l'éduques bien pour qu'elle sache bien choisir son mari. Donc là, on a 2 fils. Moi, je suis très contente. Notre couple va plus très, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Donc pour son taf, il sort beaucoup. Pour être sûr qu'il rentre pas bourré à casser des trucs dans la maison, en fait, un jour j'ouvre la porte, en fait, je lui dis, moi, je préfère que tu rentres pas et que tes fils te voient pas comme ça. Donc dans ces cas-là, tu rentres pas, en fait, tu rentres le lendemain quand il y a pas de débordement. Donc là, je sais quand même que ça part en sucette. Et un jour, je lui dis, quand je l'ai connu, c'est vraiment, c'est cliché, hein, mais j'avais vraiment l'impression du mec qui aiderait à ce qu'on soit tout le temps protégé, invincible, etc. Et là, je lui dis, en fait, à peu près à la naissance de mon deuxième fils, je lui dis, en fait, là, l'ennemi, il est dans la maison, quoi. C'est pas la même. Et à la suite d'un énième pétage de plomb, en fait, il est OK pour prendre un appart. Donc, il prend un appart, je déménage aussi, et on se voit, on continue de se voir le week-end. Et ça se passe même mieux, parce qu'en fait, c'est plus apaisé. Vous êtes toujours un couple ? Alors, on divorce pas, parce qu'en fait, en Chine, il y a des gens qui divorcent maintenant en Chine, mais à l'époque, lui, il veut pas. Moi, j'ai arrêté de bosser quand mon deuxième fils est né, donc d'un point de vue de visa, c'est quand même plus simple si on reste marié aussi. Et puis, il a un côté, comme il est dans la mode, tu vois, s'il a un event, un truc où
où ça fait bien de ramener sa femme qui est française, bah j'y vais, tu vois. Ok, mais est-ce que vous êtes dans l'intimité Non, dans l'intimité, non, parce que moi, je suis un peu... Alors, lui, ça l'embêterait pas du tout. Sauf que moi, c'est comme au début. C'est-à-dire que moi, bah non, quand c'est fini. Tu remets pas le couvert. Et en fait, à peu près 1 an et demi après qu'on soit chacun de notre côté, bah c'est là où un matin... en général, on se voit le dimanche. Et un dimanche matin, en fait, j'ai un coup de fil en chinois que je ne comprends pas trop, en fait. J'ai un gars qui me parle et je crois que c'est un de ses amis, en fait, qui me dit qu'il faut venir le chercher. Parce que bon, moi je parle chinois, mais après, je suis pas non plus hyper fluent, quoi. Et donc je comprends qu'il faut venir le chercher. Et il me donne une adresse, le gars. Sur le coup, je pense y aller avec mes enfants. Et puis je me dis que je sais pas, c'est pas une très bonne idée. Donc j'arrive à les mettre chez des potes. Et quand je suis dans le taxi, je rappelle ce numéro pour savoir exactement où aller. Et alors là, je me fais 10 000 films dans ma tête. Le principal étant... il a picolé hier, il a dû finir dans un état pitoyable et il faut que j'aille le chercher. Et ça me saoule parce que c'est bon, quoi. C'est plus, enfin, oui, ok, on est encore mariés, mais bon, c'est pas, enfin, voilà, quoi, chacun son truc. Et puis en fait, quand on est sur l'autoroute, une voiture de police nous double et le chauffeur me montre la voiture de police. Et je comprends que c'est la police qui était au téléphone, en fait. Et donc là, je me dis, putain, mais il s'est fait attraper ramasser. Non, mais enfin, la déchéance totale, quoi. Il s'est fait ramasser par la police en état d'ébriété, enfin, un truc, voilà, je vais aller au dégrisement, etc. Le chauffeur de taxi me dépose à la police. Je vais au guichet. On me dit un truc, enfin, voilà, je dis qui je suis. On me donne sa montre, son portefeuille, son téléphone, et on me dit de m'asseoir. Donc, je m'assois et je l'attends, en fait. Et je l'attends en plus pour le pourrir. Je rumine ma colère, en fait. Et il y a des pas, et je crois que c'est lui qu'on amène, etc. Et en fait, c'est un autre policier qui me dit de le suivre, qui me fait partir en voiture, aller à un hôpital. Donc, je me dis qu'il est blessé, qu'il faut que je fasse un transfert parce que c'est un hôpital chinois, donc faut que je le transfère à l'hôpital international, enfin, tatati tatata. Et en fait, on descend. On va dans un sous-sol, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, je me dis, ok, il y a des cellules de dégrisement peut-être à l'hôpital, etc. À un moment donné, quand il y a un mec qui arrive avec les clés, il ouvre la porte, je sais pas, c'est un espèce de microseconde où où en fait, dans le couloir, je vois qu'il y a une étagère avec des boîtes, des urnes pour mettre les cendres des gens. Je me retourne, la porte s'ouvre et c'est la morgue. Et je me retourne vers le policier et je lui dis, il est mort. Et là, je vois que le gars comprend que j'avais pas compris, en fait. Et là, c'est, je sais pas comment, tu vois, quand tu te sens, quand t'es dans ton corps, mais t'es plus dans ton corps. Enfin, là, c'est comme une scène de film, en fait. C'est un truc, quand je te le dis, ça me fait encore trembler il y a pas de mots, quoi. Et donc, le gars ouvre la porte, il tire un tiroir, il me dit de m'approcher, et je vois je vois un bleu, en fait, sur sa tête. Attends, non seulement il est mort, mais en plus, là, tu t'es là pour reconnaître son corps, on est d'accord? Ouais. Il était tatoué avec nos initiales. Enfin bref, du coup je zippe. Enfin je sais que c'est lui. Enfin je veux dire il y a pas de photo, mais en fait dans ma tête elle veut pas. Je pense que t'as un truc qui fait que c'est tellement surréaliste que je dézippe la housse là et que pour voir ses tatouages en fait. Et le gars me dit juste le policier de pas pleurer sur le corps hein, pour pas mettre des larmes. Et en fait je peux même pas. En fait, le seul mot que je dis, c'est fuck. Enfin, je suis là. C'est fou parce que comme je lui parlais en anglais, du coup, je dis pas putain. En fait, tu vois, voilà. S'en suivent des mois en fait assez, assez en montagne russe à gérer tout ça. Qu'est-ce qui s'était passé? On l'a jamais su. Enfin, on a essayé de savoir ce qui s'était passé. Mais en gros, dans les circonstances, en fait, il était à une soirée organisée par une grande marque et il a beaucoup picolé dans cette soirée, puisqu'il y a eu une analyse. Enfin, ils ont cherché les gens, les témoins, etc. Et en fait, à la fin de cette soirée, il s'est écroulé sur la rue. En fait, c'est sur une voiture stationnée. C'est un mec qui était stationné derrière qui a donné l'alerte, quoi, qui a appelé les secours. Mais après, savoir exactement ce qui s'est passé, ce qu'il avait pris, etc. On sait qu'il avait pas pris que c'était juste, il avait bu, mais que c'était pas un... moi, comme je bossais pour un hôpital à ce moment-là, des médecins m'avaient dit que ça justifiait pas, en fait, il n'était pas à ce point alcoolisé, tu vois, pour en mourir. Donc, mais on saura jamais, notamment parce que mes beaux-parents n'ont pas voulu faire une autopsie
alors que moi je voulais en faire une et qu'il fallait être d'accord, enfin tu vois, après tous les trucs culturels. Ce qui fait que j'en ai écrit un livre. Voilà, tu vois le truc, enfin voilà, parce que moi je rentre, je suis sonnée. Enfin tu vois, ça dure toute une journée et puis le soir je rentre et je le dis à mes enfants, parce que le lendemain il y a mes beaux-parents qui doivent arriver. Et en fait, je me dis, enfin tu vois, je me dis putain, je suis veuve en Chine quoi. Et en même temps, comme on est séparés, c'est un peu bête, mais je me dis que c'est pas que j'ai pas le droit de pleurer, mais qu'en même temps, tu vois, enfin, je suis veuve d'un mec qui n'était plus le mien, enfin, et qui est le père de mes enfants, tu vois, et que malgré tout, voilà, j'aimerais toute ma vie, mais Qui était plus le tien, mais avec qui tu étais encore mariée, avec qui tu avais vécu une belle histoire, avec qui tu as fait 2 enfants. Donc, en fait, tu pouvais t'autoriser à être triste et à pleurer, évidemment. ouais, mais en même temps, qui était quand même très toxique, on était dans un environnement familial violent, etc. Donc au niveau, enfin tu vois, il y a eu beaucoup d'étapes. Et puis en même temps, en fait, 8 ans après, je me retrouve à présenter mon bouquin au consulat de Shanghai et je me rends compte que c'est le jour de la mort de Léo. J'avais pas trop intégré le truc. Et c'est à 2 rues de l'endroit où il est mort, tu vois. Et après, je rencontre en France une nana qui communique, enfin qui écrit des lettres de personnes décédées, tu vois. Quand je lui raconte mon histoire, le jour d'après, elle me dit, j'ai une lettre à te donner, il m'a écrit. Enfin, j'ai transcrit et je reçois ça. Ça explique pas tout, mais ça m'explique notamment, enfin ses problèmes avec l'alcool en tout cas, enfin tout ça. Tu vois, donc ça me fait faire la paix avec ça en tout cas. Ok. Là, j'ai pas trop compris. Par contre, c'est une médium? Ouais, en fait, c'est une meuf, j'écoute sur un podcast qui dit qu'elle a, enfin, en gros, depuis quelques années, elle a des personnes décédées qui lui envoient des messages pour des gens, tu vois. Et du coup, je la contacte et en moitié en rigolant, tu vois, je lui dis, tiens, et en chinois, ça marche aussi, enfin, alors je sais bien qu'elle va me répondre un truc du style, c'est universel, tu vois, la mort est universelle ou la perte ou tout ça. Oui, en fait, c'est ça qui fait que le lendemain, elle me dit, en fait, cette nuit, voilà, j'ai une lettre pour toi. Aujourd'hui, Nathalie, on est combien d'années plus tard à la mort de Léo? Ça va faire 10 ans cette année en décembre. Tu as écrit un livre de ton histoire avec Léo. Tu veux me dire ce que c'est ce livre? Quand tout ça s'est passé, je me suis dit, tu vois, faut que je prenne des notes pour mes fils, pour, tu vois, pouvoir leur raconter, enfin, exactement tout ce qui s'est passé, parce que malgré tout, ils étaient petits, tu vois, quand Léo est décédé, ils avaient 3 et 5 ans, et puis je l'ai jamais fait. Culturellement, c'est un deuil dans un pays avec des traditions hyper différentes du tien, c'est, pour le coup, le clash culturel, il était quand même pas piqué des verres, avec des trucs très drôles aussi, hein, mais voilà. Donc ça aussi, enfin, j'avais envie en fait de retranscrire ça et puis un jour je me suis mis à le faire. Il y a 2 lignes de temps dans le livre en fait, c'est mon arrivée à Shanghai avec ma grosse valise et tout ce qui va notre rencontre en fait, tu vois, tout ce qui se construit et d'un autre côté le jour de sa mort et tout ce qui s'ensuit. Et comment à la fin tout se réunit pour être notre histoire finalement, tu vois. Comment il s'appelle ce livre? Il s'appelle Baobei. Baobei ça veut dire chéri en chinois, en mandarin. Et Baobé, c'est comme ça que je l'appelais. Est-ce que tu peux me dire, Nathalie, pourquoi tu avais envie de venir raconter cette histoire au micro de Crush? Je me suis rendu compte, notamment, je suis partie de Chine en 2018. Je dis souvent que c'est, ça me rend même un peu emotional quand je dis ça, mais c'est à la fois les années les plus belles et les plus dures de ma vie, parce que quand même il s'est passé, je dis souvent c'est les montagnes russes sur la muraille de Chine, quoi. C'est vraiment ça. Et en même temps, depuis que j'en suis partie, et je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait d'à la fois compliqué et très simple et universel dans toutes les expériences qu'on peut avoir les uns les autres. Comment ton histoire, en fait, d'autres la rejouent à leur façon, à d'autres moments, avec d'autres personnes. Et en même temps, chacune a une particularité et en même temps, il y a cette espèce de lien invisible qui réunit toutes les histoires d'amour du monde et de la terre et de l'univers. Mais c'est un peu ça. De se dire aussi que, tu vois, c'est intéressant le fait d'avoir reparlé du langage, là. Donc en fait, on sait jamais ce qui peut arriver. Enfin, tu vois, voilà. Que tout est toujours possible, que... ouais, les cadeaux de la vie, quoi. Les cadeaux de la vie qui parfois sont un peu empoisonnés, mais qui sont quand même des cadeaux. Enfin, toi, t'évolues avec ça qui petit à petit, j'espère en tout cas, te élargissent ta vision
du monde des gens. Qu'est-ce que tu dirais si la Nathalie d'aujourd'hui rencontrait la Nathalie de septembre 2007, si tu la croisais aujourd'hui? Je lui dirais, d'ailleurs c'est drôle, avant d'aller en Chine, une nana que j'ai croisée m'a dit ça. Elle me dit, c'est quoi ton signe, nanana? Elle me dit, ça va être un feu d'artifice, mais attention à certaines personnes, elle m'avait dit ça. Et en fait, là, moi, je lui dirais à Nathalie, go for it, quoi. Profite, mais c'est quand même un mais protège-toi. Merci beaucoup, Nathalie, pour ton témoignage. C'est une très belle histoire. Merci pour ton courage et ta confiance de venir la raconter ici sur Crush. Je mettrai le lien dans le descriptif pour les auditeurs et auditrices qui sont intéressés si elles veulent découvrir ton livre. Et merci et à très bientôt. Eh bien oui, belle journée à toi, Marie-Charlotte. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I'm not sure how long it'll last, but I'm gonna keep smiling and having a blast. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say?